C'est une histoire incroyable. David Ben-Gourion, le premier ministre d'Israël, a quitté sa maison à Tel Aviv et a démissionné de son poste de chef du pays pour vivre dans une petite cabane au milieu du désert. Ça paraît fou, mais cette histoire ne concerne pas seulement Ben-Gourion. Elle parle aussi des idées, des personnes et de l'esprit pionnier qui ont construit l'État d'Israël. Laissez-moi commencer au milieu. Nous sommes en 1953. Ben-Gourion est Premier ministre. Il rentre de l'inauguration d'une nouvelle route dans le sud d'Israël lorsqu'il aperçoit au loin quelques tentes et cabanes en bois. Il ne reconnaît pas la localité. Alors il demande à son chauffeur de s'arrêter. Les habitants de Sde-Bokel, ils n'étaient qu'une quinzaine, avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Il s'était installé là seulement un an plus tôt, dans l'espoir de créer un élevage bovin au milieu du désert du Negev. Et soudain, le Premier ministre arrive. Ben-Gourion s'assoit avec eux, boit du thé, mange du pain avec de la confiture, discute un moment, puis reprend sa route. Peu de temps après, ils reçoivent cette lettre. Au cours des 47 années que j'ai passées dans ce pays, j'ai vu quelques entreprises pionnières. Et je me rends compte que tout cela est possible grâce à eux. Et grâce aux initiatives pionnières qui ont eu lieu avant mon arrivée ici. Nous avons fait de notre mieux. Je n'ai jamais envié une personne ou un groupe de personnes, ni envié les biens ou les mérites des autres. Cependant, lors de ma visite, il a été très difficile de réprimer l'envie que je ressentais. Pourquoi n'ai-je pas pu participer à une telle entreprise? Que Dieu vous bénisse, bonne chance, bien à vous, David Ben-Gourion. Tout d'abord, réfléchissez à quel point c'est extraordinaire. L'homme le plus puissant d'Israël s'est arrêté pour rendre visite à une poignée de jeunes pionniers au milieu de nulle part, puis leur écrit une lettre en disant qu'il les envie. Mais il y a quelque chose d'encore plus important dans ce que Ben-Gourion dit ici, quelque chose que beaucoup d'Israéliens n'apprécient pas pleinement non plus. Quand les gens pensent à la fondation d'Israël, ils pensent généralement aux guerres, à l'armée. Ils pensent à la coopération entre l'Allemagne nazie et les dirigeants arabes qui ont tenté de détruire la communauté juive en terre d'Israël. Mais la véritable réussite d'Israël va bien au-delà des victoires militaires. C'est une histoire de pionniers, d'agriculture, d'innovation, de créativité et de personnes prêtes à penser différemment. Ce sont de grands mots. Alors laissez-moi vous montrer exactement ce que je veux dire. Voici une carte préparée par les Britanniques. Elle montre la zone où le paludisme était le plus répandu en terre d'Israël. Comme vous le voyez, les pires zones de paludisme étaient le long de la côte et dans les vallées. Regardez le plan de partage de l'ONU. Quelle partie a été attribuée à l'État juif? Et où la plupart des juifs vivaient-ils réellement? Le long de la côte et dans les vallées. En d'autres termes, les juifs qui ont acheté les marécages, les terres que personne ne voulait, et les ont transformées en terres agricoles fertiles et prospères. Vaincre le paludisme n'a pas reposé sur un seul remède miracle. Cela a nécessité des stations de recherche, des expériences scientifiques, l'assèchement des rivières et des marécages, l'introduction de la lutte biologique contre les nuisibles, et l'éducation du public sur la manière d'éliminer les eaux stagnantes. Les deux figures les plus connues de ce combat étaient Israël Kliegler et Gideon Mell. Mais derrière eux se trouvait tout un système de scientifiques, d'ingénieurs, de médecins et de pionniers travaillant ensemble. Et ce n'est que l'histoire du paludisme. Il y a aussi les résultats de l'histoire de l'irrigation moderne, du dessalement, du développement de cultures résistantes aux maladies et de recherches archéologiques révolutionnaires. Alors que l'agriculture est souvent considérée comme l'une des industries les plus conservatrices au monde, les Juifs de la terre d'Israël en ont fait un laboratoire d'innovation. Et puis est venu le prochain grand défi, le désert. 55% du territoire israélien est désertique. Et Ben-Gourion a compris dès les années 50 que la menace de la désertification et le défi de s'installer dans le désert allaient façonner l'avenir d'Israël. 6 mois après avoir écrit cette lettre, Ben-Gourion est retourné à Sde-Boker. Mais cette fois, il ne venait pas seulement pour une autre visite. Il a demandé s'il pouvait se joindre à eux en tant que membre. Réfléchissez-y un instant. Le fondateur du pays, le Premier ministre en exercice, ne se contente pas de passer. Il n'écrit pas simplement une lettre inspirante. Il a demandé s'il pouvait rejoindre un petit groupe de jeunes pionniers qui tentaient de construire une ferme au milieu du désert.
Imaginez Winston Churchill, alors qu'il est encore Premier ministre, demandant à rejoindre une petite ferme écologique dirigée par de jeunes idéalistes quelque part dans le nord de l'Écosse. C'est essentiellement ce qui s'est passé ici. Et il y a un autre point important. Aujourd'hui, Sde-Boker est un kibboutz, mais à l'époque ce n'était pas le cas. C'était simplement une communauté agricole indépendante. Si Ben Gourion avait simplement voulu passer du temps à faire des travaux agricoles, il aurait pu rejoindre l'un des dizaines de kibbutzim affiliés à son propre mouvement ouvrier. Il aurait pu choisir un endroit confortable, entouré de personnes partageant ses convictions politiques, et passer le reste de sa vie à profiter du statut qu'il avait acquis. Au lieu de cela, il a choisi un groupe apolitique de jeunes pionniers au milieu du Negev, bien avant qu'il n'y ait la climatisation. Les membres de Sde-Boker ont accepté Ben Gourion et sa femme Paula. Et de la fin de 1953 jusqu'à sa mort, 20 ans plus tard, Ben Gourion est resté membre de Sde-Boker. Si vous visitez sans guide, il y a une courte vidéo à l'intérieur de ces salles d'exposition qui raconte à peu près la même histoire que je viens de partager. Avant de vous montrer la cabane de Ben Gourion, je veux parler de personnes qui ont construit cet endroit. Et de l'échec. Voilà à quoi ressemblait Sde-Boker lorsqu'elle a été fondée. Et voici ses premiers membres. L'une des choses qui rendent Israël vraiment unique, et étonnamment presque personne n'en parle, c'est la façon dont des groupes de gens ordinaires se rassemblent autour d'une idée et fondent tout simplement une nouvelle communauté. Cela s'est produit en 1909 avec le premier kibboutz. Cela s'est reproduit dans les années 1950 et cela se produisait encore dans les années 1980. Les personnes qui ont fondé Sde-Boker partageaient un rêve simple, mais incroyablement ambitieux. Construire une ferme au milieu du désert, élever du bétail et apprendre à survivre en utilisant uniquement ce que le désert du Negev pouvait offrir. Ils voulaient recueillir l'eau des crues, stocker l'eau de pluie dans des citernes et bâtir une communauté capable de vivre du désert. Ils voulaient vivre en communauté, mais sans rejoindre le mouvement des kibboutz, qui était une organisation politique. Alors, ont-ils réussi? La réponse est non. La plupart des membres d'origine sont partis au cours des premières années pour des raisons personnelles. 3 ont été assassinés par des bédouins, 2 près de Sde-Boker et 1 alors qu'ils rejoignaient Bethléem. Le rêve de construire un ranch à bétail prospère ne s'est jamais vraiment réalisé. Le recrutement de nouveaux membres s'est avéré si difficile qu'ils ont fini par rejoindre le mouvement des kibboutz, tout simplement parce qu'ils avaient besoin de plus de monde. Ils formaient aussi un groupe d'individus au caractère bien trempé, chacun ayant une vision légèrement différente. Et une histoire illustre cela mieux que tout autre. Cet homme s'appelle Yaakov Orev, également connu sous le nom de Bouddha. Son rêve était de prouver que les gens pouvaient survivre dans le désert en utilisant uniquement l'eau du désert. Quelques mois après l'arrivée de Ben Gourion, des visiteurs sont venus à Sde-Boker avec plusieurs arbres à planter en son honneur. Cette nuit-là, Bouddha est sorti discrètement et les a tous déracinés un par un. Son argument était simple. L'eau est trop précieuse dans le désert pour la gaspiller sur des arbres monumentaux qui ne produisent pas de nourriture. L'incident a provoqué un tel tollé que les membres ont voté pour l'expulser de la communauté. Ben Gourion, d'ailleurs, a voté contre son expulsion. Finalement, le groupe a annulé sa décision, mais à ce moment-là, Bouddha avait déjà pris sa décision. Il s'est rendu compte que Sde-Boker ne poursuivait plus la vision en laquelle il croyait, et il a choisi de partir. Lorsqu'il est parti, les membres lui ont rendu l'argent qu'il avait versé au fonds commun. Il a refusé de le prendre. Au lieu de cela, il l'a renvoyé avec un mot, disant qu'il devrait utiliser l'argent pour couvrir la faillite morale de Sde-Boker. Ce n'étaient pas des gens faciles. Comme Ben Gourion lui-même l'a dit un jour, tous les fous ne sont pas venus à Sde-Boker, mais tous ceux qui sont venus à Sde-Boker sont fous. Plutôt, j'ai dit qu'Israël est une réussite en matière d'agriculture et d'innovation. Mais chacune de ces innovations, chacun de ces succès, est venu après d'innombrables échecs. Ce qui comptait, ce n'était pas qu'ils réussissaient toujours. Ce qui comptait, c'est qu'ils étaient prêts à essayer. Les succès et les échecs ne sont que le résultat de personnes qui ont le courage d'expérimenter. Et ce n'est pas simplement un slogan de motivation destiné à remonter le moral. Écoutez ce qu'a écrit Haggai Avriel, qui était essentiellement le leader de Sde-Boker dans ses premières années. Il n'y a pas de culture.
Les puits d'eau sont vides. Nous n'avons pas réussi à récolter le foin à temps. Balbara a été tué. Nous ne sommes plus libres de nous promener. Bambi a été tué. Une mine a été trouvée sur la route. La pluie n'est pas arrivée à temps. Le troupeau turc est une déception. Pour la première fois, un membre a quitté la colonie. Le barrage perd de l'eau. La route est défectueuse et nous sommes toujours ici à avancer, à apprendre et à persévérer. Et sur ce, continuons vers la cabane de Ben Gourion. Pendant que nous marchons, veuillez vous abonner à la chaîne. Cela rendrait Ben Gourion et moi-même fiers de vous. Voici donc la maison de Ben Gourion. Il y a quelque chose que je veux vous montrer ici. Mais d'abord, il est important de souligner que tout ce que vous voyez ici est d'origine, exactement comme c'était en 1973. L'année où Ben Gourion est décédé, Lorsqu'il s'est installé ici pour la première fois en 1953, les choses étaient très différentes. La cabane était beaucoup plus petite. Il n'y avait pas de télévision, bien sûr. En fait, Ben Gourion s'opposait à l'introduction de la télévision en Israël parce qu'il craignait que cela ne corrompe la jeune génération. La diffusion télévisée n'a commencé en Israël qu'en 1968 et il n'y avait qu'une seule chaîne jusqu'aux années 1990. Je me souviens encore que j'avais 12 ans en 1994. Quoi qu'il en soit, voici le bureau de Ben Gourion. Comme vous pouvez le voir, il y a des livres partout, près de 5000 livres dans 10 langues différentes. Ben Gourion pouvait lire le russe, le yiddish, le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, le turc, l'arabe, le grec et le latin. Sur le bureau se trouvait une photographie de Berl Katznelson, l'un de ses amis les plus proches. Si Katznelson n'était pas mort en 1944, il y a de fortes chances qu'il serait devenu le premier ministre ou président d'Israël. Personnellement, Berl Katznelson est mon deuxième dirigeant sioniste préféré après Herzl. Une des choses qui m'ont le plus surpris la première fois que j'ai visité cet endroit, c'est à quel point la Bible occupait une place centrale dans la vie de Ben Gourion. Je savais que cela comptait pour lui, mais j'ignorais à quel point avant de venir ici. Je crois que beaucoup de touristes sont surpris par quelque chose que les Israéliens considèrent comme normal. Après tout, Ben Gourion était le chef du mouvement ouvrier. La plupart des dirigeants de gauche dans le monde ne gardent probablement pas une Bible sur leur bureau. Mais Israël est différent. C'était pareil pour Berl Katznelson. Pour eux, la Bible n'était pas avant tout un livre religieux. C'était le fondement du peuple juif. Le retour du peuple juif dans sa patrie signifiait aussi un retour à la Bible, à nos origines, et à l'ancien lien entre le peuple et la terre. Ben Gourion gardait même sur son bureau des versets bibliques sur le désert, tous tirés du livre d'Isaïe. Parce que je fournis de l'eau dans le désert, des ruisseaux dans le lieu aride, pour donner à boire à mon peuple. Juste en face de son bureau, au point le plus élevé de la pièce, se trouvait une statue de Moïse, le chef qui a conduit le peuple d'Israël de l'esclavage à la liberté et les a menés vers la terre d'Israël. En dessous, on peut voir un bas-relief représentant la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel. Mon peuple, je vais ouvrir vos tombes et vous en faire sortir. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre propre terre. De ce bureau, passons à la cuisine. Chaque Israélien de mon âge qui entre ici dit exactement la même chose. Ça ressemble exactement à la cuisine de ma grand-mère. Ben Gourion et Pora avaient une salle de bain et une douche à l'intérieur, ce qui était en fait un luxe à l'époque. La plupart des membres de Sde-Boker n'avaient pas de salle de bain ni de douche à l'intérieur de leur cabane dans les années 50 et 60. Mais en même temps, ils étaient dans la vingtaine, alors que Ben Gourion et Paula avaient déjà la soixantaine. Ils dormaient dans des chambres séparées, car Ben Gourion ne dormait que 3 à 4 heures par nuit et passait le plus clair de la nuit à lire. Un de mes détails préférés dans la chambre de Ben Gourion, en dehors de sa simplicité remarquable et d'une pile d'environ 50 livres à côté de son lit, est une photographie de Mahatma Gandhi. Regardons-la juste ici. Le jour où il y aura un seul dirigeant arabe avec une photo de Mahatma Gandhi accrochée dans sa chambre privée, peut-être alors aurons-nous enfin la paix. Dans le salon, vous trouverez de nombreux cadeaux que Ben Gourion a reçus au fil des années. Mais l'objet qui me frappe le plus est l'illustration de la synagogue de Plonks, la ville où il est né.
C'est dans cette même synagogue que Ben Gurion s'est d'abord engagé dans le sionisme. En fait, c'est le seul objet dans la maison qui le relie au monde dont il venait, un monde que les pionniers ont laissé derrière eux, et qui a en grande partie disparu pendant les guerres mondiales. L'une des choses que j'aime le plus à propos de ce site, c'est qu'il ne célèbre pas simplement Ben Gurion. Il présente aussi les choix difficiles auxquels il a été confronté en tant que dirigeant. L'une des vidéos ici, disponible en plusieurs langues, explore certains des moments déterminants de sa carrière. Sa confrontation avec le BUND, le plus grand mouvement politique juif d'Europe de l'Est, la bataille pour Jérusalem pendant la guerre d'indépendance d'Israël, le débat acharné sur l'acceptation des réparations de l'Allemagne de l'Ouest. Et bien sûr, sa décision de quitter la politique et de s'installer à Sde-Boker. Une autre exposition, disponible uniquement en hébreu car elle traite de questions récurrentes en Israël, se concentre sur les émeutes de Vadis Salib à Haïfa, un point de tension entre les Israéliens de longue date et les nouveaux immigrants Olim, notamment entre les Juifs ashkénazes et ceux du Maroc. Il y a aussi une exposition sur la campagne de Ben Gurion pour encourager les Israéliens à hébraïser, à rendre leur nom de famille hébreu. Je ne vais pas entrer dans tous ces débats dans cette vidéo, mais je veux quand même souligner un point. La plupart des sites historiques en Israël, vous savez, Masada, Jérusalem, Césarée, Banias, se concentrent sur l'histoire ancienne de la terre d'Israël. Cet endroit est différent. Il raconte l'histoire de l'État moderne d'Israël. Et en tant que guide touristique, j'ai remarqué que c'est le sujet qui suscite généralement le plus de curiosité chez les touristes. Donc si vous visitez avec un guide, n'hésitez pas à poser des questions sur ces sujets. Ce sont certaines des conversations les plus fascinantes que vous puissiez avoir ici. Ici, vous pouvez voir une statue de Ben Gurion faisant le poirier. Oui, il faisait vraiment ça. L'un des auteurs les plus aimés d'Israël, Meir Shalev, a dit un jour que dans la terre d'Israël, où que vous lanciez une pierre, vous toucherez soit un lieu saint, soit un fou. Je pense que l'histoire de Ben Gurion et des pionniers de Sde-Boker correspond parfaitement à cette description. Fou, dans le meilleur sens du terme. Si vous cherchez un guide dans cette région, je vous recommande vivement mon ami et partenaire, Sajiv Levi. Nous ferons sûrement d'autres vidéos ensemble, mais si vous visitez les lieux par vous-même, voici quelques conseils pour organiser votre journée. Sde-Boker se trouve sur la route de Mitzpe Ramon, et de là, vous pouvez continuer jusqu'à Eilat. Juste à côté de la cabane de Ben Gurion, vous trouverez le café Paula, nommé d'après la femme de Ben Gurion. C'est un excellent endroit pour prendre un café et acheter des produits fabriqués ici même dans le Negev, y compris du vin local et de l'huile d'olive produit à Sde-Boker. Donc au lieu d'élever du bétail, de nos jours, ils cultivent des olives. À seulement 5 minutes au sud, vous arriverez à Midreshet Ben Gurion, où il y a plusieurs endroits formidables à visiter. Un avantage de visiter la cabane est que la visite se fait à l'intérieur, donc c'est une halte parfaite pendant la partie la plus chaude de la journée. Je vous recommanderais en fait de commencer votre matinée par là. Il y a un magnifique petit sentier de randonnée là-bas, et il vaut mieux arriver lorsque le parc ouvre à 8 heures. La tombe de Ben Gurion se trouve juste à l'entrée de la réserve, surplombant la spectaculaire vallée de Tzin. Vous verrez probablement des bouquetins de Nubie se promener tout près. Si vous commencez à avoir faim, rendez-vous à Aknania, dans le petit centre commercial de la Midrasha. C'est à seulement 2 minutes de Ben Gurion. À proximité, il y a une très bonne boulangerie qui apporte une touche d'Orient. Si vous devez absolument goûter à l'Orient, il y a aussi l'ancien hôtel Chermans. Ce n'est pas quelque chose de spécial, mais les Orientaux restent des Orientaux. Et dans de nombreux hôtels en Israël, on peut retrouver cette touche orientale. Se moquent des piscines ou salles de sport luxueuses et veulent juste profiter du désert. Il y a aussi plusieurs fermes du désert indépendantes à proximité, y compris la ferme Naot au nord et Karmaï de Dat au sud, où je me trouve actuellement, toutes deux offrant des hébergements uniques et d'excellents endroits pour manger. Nous voulions que nos enfants nous accompagnent dans l'excursion d'aujourd'hui. Alors nous avons dû les soudoyer avec de la nourriture. La meilleure façon d'éduquer vos enfants est de leur faire faire ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent en m'offrant un café, qui me permettent de continuer à faire ces vidéos et à vous montrer un Israël que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous trouverez toutes les informations pertinentes spéciales à la maison, à Gourionchek, Sagi, sur mon ferme et sur ma page Ko-fi. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.
Allez, salut.